Ok, bon, je pense qu'on va commencer, et puis s'il y a d'autres personnes qui vont arriver, ou pas, c'est pas grave. Il y a Laurent Mermet qui va nous rejoindre aussi, qui va m'accompagner sur sur une partie de la présentation. Merci d'être là pour assister à cette session sur .NET et IBMI, intitulée «Le futur de votre IBMI s'écrit dès aujourd'hui avec .NET et NTI». Donc on va voir au cours de cette présentation, ça sera surtout de la démo, hein, ça sera surtout de la démo, des exemples d'utilisation moderne de .NET avec l'IBMI, des applications voilà, très, très modernes pour pouvoir considérer son IBMI demain à court terme, moyen terme et long terme, et pouvoir faire évoluer son applicatif de façon pérenne. Et voilà. Donc moi je suis Rémi Rouillot, je suis directeur technique de la société Omeria, on est partenaire IBM, et on est éditeur de la solution NTI que je vais vous présenter tout de suite. Donc NTI, très rapidement, qu'est-ce que c'est? On va pas faire beaucoup de techniques, mais NTI, c'est un connecteur .NET, un fournisseur d'accès à l'IBMI qui permet d'aller attaquer le serveur de base de données et le serveur d'exécution de commandes et de programmes de l'IBMI nativement depuis .NET. La technologie .NET permet de développer tout type d'applications, et c'est une technologie aujourd'hui qui est multiplateforme, qui s'exécute partout. On a besoin de solutions, de composants également multiplateformes pour pouvoir concevoir des applications qui s'exécutent vraiment n'importe où. Donc, NTI, c'est un connecteur .NET qui va pouvoir communiquer avec l'IBMI, attaquer sa base de données, exécuter des commandes CL, appeler du programme RPG, COBOL qui existerait éventuellement sur la machine, de façon performante, sécurisée et multiplateforme. Il n'y a pas besoin de pilote, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit sur l'IBMI. Ce sont les services par défaut qui sont employés, services de base de données, les fameux jobs QZDS ou init, QZDS SRVS pour les commandes. Voilà, et tout ça en TCP/IP avec éventuellement du SSL. Voilà. On n'a aucune dépendance à la version de l'IBMI, donc toutes les versions de l'IBMI attaquées par une seule version de NTI. Idem côté .NET, on s'adresse à toutes les versions de Microsoft.NET, donc des plus vieilles versions de .NET Framework, qui n'étaient réservées qu'à Windows, aux versions les plus modernes, .NET Core, qui tournent là partout, et qui tournent jusque sur le Power nativement. On verra ça tout à l'heure. Euh, voilà, on va pas trop passer de temps sur la technique. Si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller visiter le site web, on pourra en parler après. En gros, .NET, avec .NET et NTI, on développe des applications qui vont consommer l'IDMI dans toutes les plateformes. Donc, du conteneur avec Docker OpenShift, de l'Android native, du Windows, du Mac, toutes les variantes de Linux. Là, il y a cette framboise, c'est le Raspberry Pi. Donc, on peut faire tourner des applications .NET nativement sur ces plateformes un petit peu particulières qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais de l'ARM64, des architectures ARM64, on en voit de plus en plus aujourd'hui. Voilà, c'est le genre d'architecture dans laquelle on peut faire tourner des applications .NET et .NET IBMI grâce au connecteur NTI. Et donc multi-architecture, qu'on soit sur du x86, du ARM, du Power, et dans tous les environnements cloud, on fait tourner nativement les applications .NET IBMI grâce à NTI. Voilà. C'est les grandes lignes à venir pour la solution. C'est très simple, hein. L'objectif de NTI, c'est de connecter .NET et IBM. Ça, c'est le connecteur. Par-dessus ce connecteur, on fournit une autre solution qui s'appelle Entity Framework Core. Pour les personnes qui font du .NET, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent vraiment .NET et qui connaissent Entity Framework Core? Vous connaissez, ouais. Donc, c'est Entity Framework Core. On va commencer par le fournisseur NTI. Il expose des objets dans .NET, donc on va utiliser dans les langages de programmation de .NET des objets de type connexion, commande. Donc je vais ouvrir une connexion, sur cette connexion, je vais exécuter une commande. C'est une abstraction de base de données qu'on retrouve dans à peu près tous les environnements, quelque chose de très standard, voilà, et spécifique à .NET, c'est une certaine norme. Donc ça, c'est le connecteur NTI. Mais on fait toujours du SQL, on doit toujours faire de la plomberie pour faire le développement de nos applications. Entity Framework Core, c'est une couche qui se place
par-dessus ce connecteur et qui va apporter une abstraction supplémentaire de la base de données. La conséquence, c'est qu'on a pu faire des applications de SQL des modèles, donc des classes dans .NET, une méthode éventuellement update, et à se charger de répercuter ces modifications dans la base de données automatiquement. Donc qu'on fasse du SQL Server, de l'Oracle, du NTI, c'est la même utilisation. Quelqu'un qui a fait du SQL Server saura utiliser NTI nativement. Il aura simplement à dire qu'au lieu d'utiliser SQL Server, il utilisera NTI. Voilà. Donc ça, c'est pour le développement de nouvelles applications. On peut développer l'application en .NET avec une problématique de base de données, mais sans en connaître la couleur, sans en connaître la marque ou la technologie. On crée son application et au moment de déployer son application, la base de données est gérée automatiquement par .NET. Inversement, on possède une base de données, un système de gestion de base de données avec des tables, avec des schémas existants dedans. On peut analyser ces tables, remonter toutes les métadonnées, toutes les contraintes, tous les index dans .NET, générer les modèles et générer des interfaces très rapidement dessus. Ça peut être très pratique pour des utilisateurs IBMI qui auraient des tables existantes, des applications existantes qui se basent sur des tables dans la base de données, qui souhaiteraient redévelopper des interfaces. C'est pas du revamping, on ne réhabilite pas des applications 52-50, on vient extraire les caractéristiques de la base de données pour construire une application .NET de A à Z automatiquement. Et on a très rapidement de très bonnes bases pour construire une application qu'on peut ensuite enrichir. Et ça, c'est vraiment la façon de faire aujourd'hui en .NET, et tous les gens qui apprennent le .NET savent utiliser ces technologies. Savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de développeurs .NET disponibles sur le marché du travail. C'est une technologie qui est très répandue, il y a une forte communauté, et on n'a vraiment pas de problème pour trouver du personnel et du monde pour développer en .NET. Contrairement à l'IBMI où c'est vite compliqué pour trouver des ressources. Et les ressources sont rares. Voilà pour les solutions que nous proposons au Merial. C'est le connecteur NTI et cette surcouche Entity Framework Core principalement. Et c'est à travers ces briques technologiques que je vais vous montrer comment on peut envisager le futur de son IBMI à travers quelques démonstrations, quelques exemples. Tout à Euh, je vais On n'a pas besoin de compétences très spécifiques non plus. On n'a pas besoin de quelqu'un qui sache maîtriser l'IBMI, qui soit à l'aise sur un écran vert pour développer autour de l'IBMI. Donc, premier exemple, c'est une application qui implémente des fonctionnalités d'administration IBMI, principalement des commandes CL et des appels de commandes CL et d'API système. Donc, comment cette application, que je vais vous montrer tout de suite, a été structurée? C'est un service back-end développé en .NET qui expose des API consommés par un front développé en Vue.js. Donc c'est des technos très simples, et on trouve très facilement des développeurs web qui manipulent ces technos-là. Et en particulier, moi, je l'ai fait faire en projet de stage à un stagiaire qui est resté 2 mois chez Omerial et qui avait commencé l'informatique 6 mois plus tôt. Quelqu'un qui était en reconversion et qui vraiment commençait à faire un petit peu d'informatique en développement web, mais n'était pas un développeur confirmé, loin de là. Et donc après quelques jours à expliquer le fonctionnement de .NET et la syntaxe de .NET, il nous a développé cette application. Donc, voilà,
une application développée en Vue.js avec le design system de chez IBM. Je pense que vous le reconnaissez, c'est le Carbon Design System, donc c'est ce qu'on retrouve la charte graphique des produits IBM. Voilà, avec des informations sur le système. Voilà, je vais laisser un petit peu carte blanche sur la façon dont il voulait présenter, mais ça donne quelque chose d'assez sympa. C'est dynamique, c'est responsive. Voilà, on peut par exemple aller voir travaux actifs. Donc là, je vois les travaux actifs dans ma machine. Je peux effectuer des actions dessus, voilà, les suspendre, les libérer, les arrêter. J'ai accès à la liste de messages, par exemple. Je peux envoyer message, un message sur ma session 5250. Donc, si je fais ça, on va la mettre à côté. Hop. Là, je reçois des messages ici sur ma session en direct. Voilà, c'était des petits cas d'utilisation. On a su mettre en œuvre ça. Voilà, avec des explications évidemment pour la partie spécifique IBM, pour l'affichage. On peut aller lister les fichiers spool, les télécharger, hop, et les ouvrir directement depuis l'interface web. C'est voilà, un cas d'utilisation où on peut se faire des petites fonctionnalités d'administration et avoir vraiment des gains directs, des gains immédiats en résolvant des problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien d'administration. Voilà, c'est ça. Ok, donc pas besoin d'investissement lourd, c'est vraiment direct. Les résultats sont directs. Ça a pris 2 mois pour quelqu'un qui ne maîtrisait pas du tout l'informatique. Et en 2 mois, j'ai eu le temps de le former sur .NET. Il a eu le temps de se familiariser avec le carbone et de développer cette application. Donc vraiment, c'est vraiment pas grand-chose. Deuxième exemple, voilà. Développement d'une application nouvelle, sans base de données existante sur l'IBMI, avec Entity Framework Core que j'ai présenté juste avant. Le cas d'utilisation, c'est un site de réservation de concerts. C'est un exemple que j'aime bien utiliser parce que ça reprend un petit peu tous les besoins qu'on peut avoir dans une application moderne qui nécessite une base de données, une gestion utilisateur. Voilà, on a un compte utilisateur, connexion, authentification dans le navigateur web, affichage d'images dans le navigateur, voilà, et c'est un petit modèle de base de données qui est derrière. Donc, ce site de réservation différents back-end, front-end, c'est vraiment totalement .NET de A à Z, en utilisant une techno qui s'appelle Blazor, donc c'est du HTML en gros, donc des syntaxes connues de tous. En utilisant l'approche code first de Entity Framework Core, donc ce que j'ai dit, on commence par écrire le code de l'application et la base de données ensuite est répercutée automatiquement. Il n'y a pas une seule ligne de SQL dans l'application que je vais vous présenter. Donc ça a été écrit totalement en .NET et les accès à la base de données sont complètement sur l'abstraction d'Entity Framework Core. Et le développement que j'ai réalisé, encore une fois, l'application, je peux la faire fonctionner demain sur SQL Server, si je veux. Je peux la faire fonctionner sur Oracle, sur Postgre. C'est complètement agnostique à la base de données, puisque cette abstraction Entity Framework Core fait l'interface entre du code .NET, du code objet et du langage de base de données, le SQL. Donc si vous souhaitez accéder à l'application, vous pouvez scanner le QR code ou aller sur portal.openreal.com. Je vais vous l'afficher tout de suite dans mon navigateur. Donc, portal.com. Voilà. Ça me
C'est la t-shirt et la projection. Donc ici, on a simplement une concert qui est tout de suite. Formulaires qui sont générés automatiquement, encore une fois, ça, enfin, je, un petit peu, mais la base du formulaire de modification est générée automatiquement par .NET. Ensuite, moi, j'ai rajouté un petit peu de style, j'ai mis l'upload d'image, mais en attendant, voilà, le Entity Framework Core m'a vraiment bien préparé le travail. Et voilà, je peux venir modifier éventuellement les informations du concert, toutes les opérations de base de données classiques, accès en lecture, modification, suppression. Donc voilà, globalement, je peux ensuite aller réserver une place pour un concert. Et là, bon, il faut que je sois. J'arrive sur un forme de connexion. Derrière, il y a tout un mécanisme d'identification qui est mis en œuvre. C'est pas moi qui l'ai développé, le mécanisme d'identification. C'est ce qui s'appelle la plateforme d'identité de .NET. Donc, c'est un modèle déjà écrit dans .NET qui tous les mécanismes d'identification, le hachage des mots de passe comme il faut selon les dernières recommandations, le multifacteur si on veut mettre une application d'authenticator comme Microsoft Authenticator, le login externe si on veut se connecter avec un compte Google, voilà, cette plateforme d'identité existe déjà dans .NET, donc je ne l'ai pas réécrite. Et grâce à Entity Framework, cette plateforme d'identité standardisée de .NET a pu aller se baser sur l'IBMI pour les données, les utilisateurs, les rôles, vraiment sans avoir à développer quoi que ce soit. C'est .NET qui l'implémente et je lui dis, va stocker tout ça dans l'IBMI grâce à l'extension NTI Entity Framework Core. Donc là, je me connecte. Je vais réserver un ticket pour ce concert. OK. Éventuellement, si j'ai besoin d'ajouter du paiement en ligne, je peux me servir d'une plateforme de paiement tierce, d'une solution tierce. On a des solutions, par exemple Stripe, qui permettent de faire du paiement. Ça s'implémente sans problème dans .NET. Ils ont des SDK qui permettent de développer ça dans .NET. Donc, on se retrouve dans un environnement qui permet vraiment de faire l'interface entre toutes les technologies. Euh, il y a à peu près un package pour tout faire dans .NET, donc voilà, du paiement par exemple, ça se fait sans problème. J'ai réservé mon billet, je l'ai éventuellement payé. Voilà, quand je vais voir ma liste de billets, je le retrouve ici. Je peux générer mon ticket avec le QR code. Donc, ensuite, il y a une autre partie de l'application qui consiste à scanner le QR code, évidemment, quand j'arrive au concert. Donc, cette fois, je vais ouvrir le site sur mon téléphone. Et je vais aller dans l'autre partie. Ici, je scanne le ticket. Donc, j'ai un lecteur de QR code qui s'ouvre sur mon téléphone. Et je vais pouvoir venir scanner mon billet ici. Et là, billet valide pour Rémi Rouillot, l'Étoile de Paris, Olympia. Donc, le scanner et aller interroger la base de données, à valider mon ticket. Et si jamais je veux donner mon ticket à Laurent pour qu'il rentre au concert, et qu'il le rescanne, voilà, billet déjà scanné, j'ai un gros message en rouge qui s'affiche. Donc voilà, on fait du temps réel sur la base de données de l'IBMI de façon complètement transparente, comme si on était sur n'importe quelle base de données. Sauf que là, c'est de l'IBMI, mais on n'en a même pas enfin, on s'en rend même pas compte au final. Ça s'utilise comme toutes les bases de données. Et donc ici, si j'actualise, mon billet a été
on est passé en scan. Donc, voilà. Il y a une base de données derrière qui est le back-end de cette application. Le développement n'a nécessité aucune notion spécifique à l'IBMI. Et, voilà, une application qui marche très très bien. Je regarde pas la bataille. On arrive juste au bon moment, puisque cette application que je vous ai présentée tourne sur un serveur x86 exposé avec l'URL, voilà. Donc, faire tourner ça sur du x86, c'est bien, mais le faire tourner sur d'autres infrastructures, et notamment de l'IBM Power, c'est quand même mieux. Parce que on gagne sur plein de points, et tu vas nous expliquer sur quoi on gagne. Voilà. Et donc, l'étape suivante, c'est de tirer profit de nouvelles architectures et de ne plus être limité aux VM Windows, des serveurs x86, parce que c'est le gros sujet aujourd'hui, ça, comment on peut rationaliser son architecture et déplacer ses charges de travail critiques depuis des serveurs externes à l'IBMI et les rapprocher de l'IBMI. Donc, plus besoin de VM x86, les charges de travail .NET tournent nativement sur IBM Power. On est des applications .NET directement sur Power ou Armstrong. Ces applications utilisent des ressources qui sont elles-mêmes multiplateformes. On a entendu vu le connecteur NTI et multiplateforme. Donc, il s'exécutera sur Power. Type de version Biatron. Pour un délai certain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va certainement s'afficher. Ok. Donc, pour faire simple, en fait, quand vous avez du Power, la particularité, c'est qu'on va avoir un moteur de virtualisation. Donc, en l'occurrence, à l'intérieur du Power, on a une couche qu'on appelle l'hyperviseur, donc un composant hardware, qui a la faculté de virtualiser toutes les ressources, que ce soit les cartes d'entrée, les processeurs, les mémoires, ainsi de suite. Son métier, à lui, c'est un composant hardware de faire ça. Si on fait du x86, de l'LXI, du KVM, du Xen, c'est-à-dire vous avez votre composant hardware, on installe un operating system qui va virtualiser et proposer. Là, dans le Power, l'avantage, c'est qu'on a un composant physique qui, lui, offre cette fonction de virtualiser toutes les ressources. Donc, en l'occurrence, là, donc, on a un Power 9, donc c'est le gros rectangle marron. Et à l'intérieur, je vais avoir deux VIOS qui existent. Et sur ces VIOS-là, je vais avoir créé des ressources. Donc, je vais avoir des ressources physiques extérieures avec différents réseaux qui arrivent. D'accord? Et après, je vais avoir créé à l'intérieur de cette machine-là un VLAN interne. C'est-à-dire que mon VIOS m'offre la capacité de créer un réseau virtuel qui n'est vu que par mes VIOS et les partitions clientes qui sont connectées. C'est-à-dire que chaque partition cliente, je vais lui créer dans son profil un adaptateur virtuel qui va venir se plugger sur ce réseau virtuel. Ce réseau virtuel ne sort jamais de la machine, c'est-à-dire n'utilise même pas les ports physiques ni rien du tout, il n'utilise que son réseau interne. Et donc, du coup, les partitions se voient entre elles, mais si je ne crée pas d'autres pattes, je rappelle que par défaut, un LPAR était blanche, c'est nous qui créons la fuite d'accès, puisque du coup, on va lui mettre des pattes de connexion avec. Donc, tout simplement, la partition, on lui a créé deux interfaces. Elle a une interface physique, une interface virtuelle, pardon, qui descend sur mon VLAN externe à 1 giga, et j'ai une autre interface virtuelle qui descend sur mon VLAN à 10 gigas. De la même manière, j'ai mes partitions ici. Donc là, j'ai une partition IBMI qui a la particularité d'hoster une partition Linux. Donc celle-là, c'est une Rocky Linux, donc c'est une vraie partition Linux qui a une certaine volumétrie de disque, ainsi de suite, et qui va faire tourner les conteneurs à l'intérieur avec une couche de Docker. Et de l'autre côté, je vais avoir carrément une partition IBMI qui va, elle, héberger, qui va hoster, au lieu d'héberger une autre partition IBMI, elle hoste une partition Linux. Et cette partition Linux a, elle aussi, toute la couche Docker, et du coup, on va pouvoir faire tourner les mêmes conteneurs. Donc là, ma partition IBMI qui hoste Linux, elle a une patte sur le réseau externe, une patte sur le réseau interne, et mon Linux
qui est hébergé à l'intérieur, il a lui-même une patte interne et une patte externe. Ce qui fait que finalement, ma partition, elle est vue depuis l'extérieur, mais j'ai un lien interne 10.0.0 qui me permet de communiquer entre ce Linux-là et ma partition IBMI, mais aussi l'autre partition Linux. Et ça ne reste qu'à l'intérieur de l'iOS et du Power. Donc tout simplement, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire l'interface? Eh bien, tout simplement, on va créer un connecteur, donc on va avoir le NTI, on va démarrer le conteneur, et le conteneur, en fait, on va juste lui spécifier l'adresse IP interne de la partition IBMI avec un login, un user et un mot de passe. Et c'est juste là où la connexion se fait entre le Linux et l'IBMI à travers le NTI. Dans le conteneur, vous ne trouverez jamais l'adresse IP de la partition IBMI. On peut la décompiler dans tout ce que vous voulez, ainsi de suite. On ne le voit pas. Pourquoi? Parce que dans le code, on appelle juste NTI. Et c'est tout simplement quand on crée le démarrage du conteneur qu'on va spécifier l'adresse IP plus le nom et le user. C'est juste à ce moment-là qu'il y a un champ qui est créé et qui fait la connexion. Mais après, il n'est plus jamais utilisé. Ce qui fait que finalement, mon conteneur, il peut être foutu dans une DMZ que je veux, avec une adresse IP externe. Une fois que je suis connecté dessus, je n'ai aucune capacité à remonter sur la partition IBM. Là, une isolation entre le conteneur expose et le IBM. Tout à fait. Et donc là, en fait, je vais avoir ma partition IBMI, elle pourrait très bien être dans un troisième réseau qui n'est pas le même que celui du conteneur. Je n'ai juste besoin qu'une connexion par le LAN interne entre les deux. Donc là, c'est du hosté Linux à l'intérieur d'IBMI, mais j'ai exactement le même fonctionnement avec ma Linux qui est ici, qui vient parler avec l'IBMI. Je pourrais très bien avoir un troisième ou un cinquième réseau, je veux réseau pour cette machine-là, qui présente les conteneurs à l'extérieur, mais je n'ai pas besoin de passer par ce réseau-là. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, je vais me retrouver en termes de performance beaucoup plus rapide, puisque du coup, je vais utiliser un VLAN interne à 10 gigabits à l'intérieur du serveur pour communiquer entre ma partition Linux et ma partition IBMI. Donc mes requêtes, elles n'ont pas besoin de sortir sur les ports physiques ni sur les switches ni rien du tout pour pouvoir directement communiquer avec la partition IBMI. Et donc là-dessus, on a des vrais gains. On arrive à avoir un gain d'environ 20% sur la connectivité sur les tests qu'on a fait. Donc Rémi, sur l'interface du Concert 400, on avait un petit test de bench. Donc en fait, on lui va créer une 100, 1000, 10 000 lignes, ainsi de suite. On mesure l'écart de performance, on peut passer par le réseau externe uniquement par cette carte-là ou de passer par le VLAN interne. On est à environ 20% de temps supplémentaire dès qu'on sort sur les ports physiques. C'est énorme. Hein. Et on élimine énormément de latence et en fait, c'est là qu'on gagne énormément sur les temps de réponse. C'est quasi instantané. Donc là-dessus, ça permet justement d'apporter beaucoup de fonctionnalités. Et de la même manière, ça peut aussi amener, c'est de se dire demain, je peux avoir quelque chose avec une plus grande scalabilité. J'ai typiquement besoin d'avoir 100 connexions, je vais mettre juste un conteneur. Voilà. Je passe les 110 connexions, les 210 connexions, je vais mettre un deuxième conteneur, pardon. Et ainsi de suite. Et de la même manière, vu qu'on a dit que .NET était supporté, là on l'a fait à travers du Podman, mais on a fait le test aussi de directement déployer l'image en Linux pur. C'est-à-dire que le Linux pur, on lui a carrément déployé toute la partie .NET et ça fonctionne de la même manière. Par contre, il y a zéro gain de temps, que ce soit containerisation Linux pur, on ne gagne pas là-dessus. C'est même pas 0,6%, machin. C'est perf équivalente entre les deux. Ouais, c'est cheveux sur la soupière, mais franchement, il n'y a pas de. L'épaisseur du trait, elle est infinie. C'est pas ça qu'on gagne. Ce qu'on gagne vraiment, c'est la couche de virtualisation. Par contre, ça veut dire que demain, vous avez un client qui a déjà un IBMI d'installer. Lui, rien ne lui empêche, s'il a les moteurs PowerVM d'activer, de créer une partition Linux à l'intérieur de sa machine, de la hoster, et du coup de pouvoir installer toute la containerisation et tout ce qui va avec. Ce qui fait que finalement, votre IBMI devient une brique de votre SI. Vous consommez votre IBMI comme tout simplement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin des développeurs qui font du RPG, ainsi de suite. Thomas, il va me mettre une balle, mais c'est pas grave. J'arrive. D'accord. Mais en fait, il y a plein de. Là, on sort, mais c'est le problème, on ne trouve pas de ressources. Par contre, des développeurs qui font du .NET, ainsi de suite, qui en sort d'école assez fréquemment, c'est plus facile de la trouver. Mais ça veut dire que demain, finalement, vous n'avez pas besoin
de code, c'est-à-dire que même quelqu'un qui dit, ben voilà, moi finalement, j'ai plus de ressources, je veux pas continuer sur la plateforme, plutôt que de le jeter et de dire, je vais aller sur un SQL Server, un Oracle ou ainsi de suite, je garde ma brique IBMI telle qu'elle dans mon SI. Par contre, je viens la consommer avec du NTI. Et un point non négligeable qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans NTI, vous avez l'aspect DB2 Connect qui est inclus. C'est-à-dire que le produit, la partie DB2 Connect, est directement dans le connecteur. Parce que si vous faites du Linux qui va taper dans l'IBMI, on passe par DB2 Connect, et là, le prix, ce n'est pas le même du tout. Parce qu'un DB2 Connect, grosso modo, donc passeport Advantage, ainsi de suite, prix public, on doit être au cœur à environ dans les 13 000 euros la licence. Pour un cœur. Je sais pas, un peu plus, mais. Ouais. Après, ça dépend du groupe processeur. Si vous êtes en P05, P10, ainsi de suite, le prix s'envole très, très vite. Donc voilà. Et ça, après, ça veut dire que tout simplement, sur vos machines, alors là, on l'a fait avec du VIOS, mais demain, on pourrait très bien avoir une machine IBMI, parce que ça, c'est l'avantage aussi de Power VM, c'est que c'est lui qui fait la couche de virtualisation. Le VIOS, il est juste un facilitateur, parce que moi, sur ma machine, j'ai 17 ou 18 partitions, j'ai de la X, du Linux, du IBMI. J'ai une vraie machine de consolidation. Donc, du coup, j'ai des VIO qui me partagent mes ressources. Mais rien, demain, je pourrais très bien enlever ces couches VIO et tout simplement créer, avec ma HMC et ainsi de suite, mes couches de virtualisation, présenter un réseau virtuel, puisque c'est l'hyperviseur qui l'émule, et le présenter directement à ma partition IBM. Et dans ce cas-là, j'utilise mes ressources internes. Et ce qui fait que je peux vraiment économiser, avoir une économie d'échelle et avoir la performance sur le site. Alors après, la différence, clairement, la démo, c'est la même que Rémi. C'est-à-dire que moi, en fait, si je connecte mon connecteur, ainsi de suite, vous n'allez pas voir si mon connecteur, il tourne sur une Linux Power ou sur une Linux x86. En fait, on ne peut pas voir la différence. Pour aller profondément dans le code, pour aller voir le sysproc, et ainsi de suite, savoir ce qui tourne derrière, mais vous ne pouvez pas, en vous connectant sur une Linux, je vous mets au défi de vous connecter sur la de ma requis, vous ne savez pas si c'est une requis Power ou si c'est une requis x86. On ne voit pas le truc. Avec Rémi, on a fait les tests au début, on s'en fout. C'est exactement la même application qui est exposée, qu'on soit sur Power ou Linux. On peut même envisager des containers qui soient sur les deux architectures à la fois, avec un load balancer entre les deux qui vient répartir la charge éventuellement. Ça peut même se faire progressivement, la transition d'une architecture vers l'autre. Mais en tout cas, l'avantage, c'est vraiment c'est de se dire, j'ai d'autres technologies qui sont en parallèle de mon IBMI. Et ça, c'est vraiment le but de se dire, ben voilà, j'ai du Linux. En plus, on a une chose, c'est que cette partition-là, elle fait 0,1 CPU, elle fait 2 Go de RAM et elle fait 5 Go de disque. Donc c'est tout petit. Celle-là, cette partition-là, elle fait 50 Go de disque, elle a 0,1 CPU et elle doit avoir 8 Go de RAM. Mais c'est des machines, et sur celle-là, quand on lance les conteneurs, le conteneur ne consomme que 200 mégas de RAM. Donc c'est vraiment tout petit. La consommation des conteneurs suite qui font le site concert ou même le scanner de code, ça consomme rien du tout en RAM. Et on peut les multiplier par l'infini jusqu'à la limite de la machine. Et du coup, on utilise vraiment la puissance du power. Et c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est-à-dire que vos power, ils ont une capacité d'ouverture, il y a plein de choses qui sont sous-estimées et mal utilisées. Voilà. En tout cas, ça, c'est vraiment on allait au bout du bout parce que j'avais fait dans antérieur pour d'autres clients des réseaux LAN internes, ainsi de suite. Donc, quand on a parlé du projet avec Rémi, un LAN interne, quel va être le vrai gain, quelles vont être les avancées que ça va apporter. Alors déjà, vous avez la performance, première, et surtout la sécurisation. Parce que vous avez vraiment cet aspect de sécurité de dire, moi d'un côté, je pose mes conteneurs, je les mets dans le jeu, je peux les faire péter, peu importe, mais par contre, je n'ai aucune possibilité de remonter dans la partition IBMI. La partition IBMI, et de la même manière, le user qui va connecter le NTI, il a zéro droit. Il a juste les droits de lancer le connecteur NTI, de lancer la connexion vers l'IBMI. Mais derrière, dans un IBMI, si je me connecte en IBMI avec lui derrière, j'ai vraiment des droits limités. Je ne peux pas créer de nouveaux profils, ainsi de suite, je fais quasiment rien. Donc c'est selon les besoins, mais oui, voilà, on peut vraiment limiter les droits côté IBMI avec les politiques de l'IBMI. C'est
tout le sign-on NTI se passe côté IBMI. Donc, on se connecte avec un compte IBMI et on ne pourra faire que ce compte est autorisé à faire, évidemment. Et on peut vraiment cloisonner. Voilà, donc là, en l'occurrence, le compte-là n'a accès qu'à la bibliothèque où il y a les instituts. Il n'a pas d'accès, en fait, à tout le reste de ma machine. Ce compte-là ne peut se connecter qu'à une seule bibliothèque où j'ai toutes mes tables. Je n'ai rien d'autre. Si je veux me connecter dans mes tables Elmermet ou machin, ainsi de suite, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas faire afficher un fichier, imprimer quelque chose. Je ne peux rien faire. Je n'accède qu'à la bibliothèque qui concerne le concertus. Donc, voilà. Donc, impeccable. Merci beaucoup. Merci Laurent. Et donc voilà cette partie déplacement d'applications .NET d'architecture x86 vers d'autres architectures, en particulier l'architecture Power. On parlait de ces deux benchmarks, donc je vais le lancer rapidement sur la version qui tourne sur là c'est donc un rookie Linux x80. Si je viens ici, le benchmark, en gros, là, je vais insérer 10 000 lignes dans ma base de données avec des requêtes insert séparées. C'est parti. J'ai l'affichage des temps moyens, minimum, max par tranche de 1000 insertions. On voit que les temps de réponse minimum, c'est 0,4 millisecondes. Donc, niveau réactivité, c'est instantané. Hein. On ne le voit même pas quand on est dans une interface. En moyenne, on est à 0,4, 0,5 millisecondes. Et au maximum, des fois accidentellement, il y a une requête qui va passer à 2 millisecondes parce qu'il y aura une petite latence sur un paquet dans le réseau. Mais on est sur des temps de réponse hyper homogènes et très bas. Vraiment, moins d'une milliseconde, on ne le sent même pas passer. Et quand on a des transactions qui se multiplient, des requêtes qui se multiplient avec plusieurs connexions ouvertes sur l'IBMI, avoir des temps de réponse de cet ordre, ça permet d'avoir un fonctionnement stable en fonction de la charge. Et voilà, on pourrait pousser à beaucoup plus de lignes, ça absorbe sans problème et c'est très stable en termes de temps de réponse. Et quand on le fait tourner sur Power, on a des améliorations sur ces temps-là. Donc on descend à 0,3, 0,2 millisecondes. C'est vraiment à des temps de réponse quasi instantanés. En termes de sécurité également, si je m'amuse au moment de réserver mon billet à mettre du SQL dans le champ, dans le champ du prénom, si je mets un delete, je sais pas quoi, donc une attaque d'injection par SQL, comme ça arrive malheureusement encore, la partie Entity Framework qui fait cette abstraction de la base de données utilise des requêtes paramétrées et préparées. Donc c'est par conception insensible à ces attaques d'injection de SQL. C'est important de souligner ces points-là parce que c'est encore des failles de sécurité qu'on trouve aujourd'hui sur certains sites. Donc voilà pour la partie nouvelle application développée en .NET qui crée automatiquement sa base de données dans l'IBMI. Je vois qu'on va avoir encore un petit peu de temps. On va la lancer ici, donc en local sur ma machine. Dans le code source de mon application, le temps que ça se lance, la seule ligne de code qui va définir le fait que j'utilise un IBMI, ce mot et ce mot. Ces deux mots qui sont use NTI. Tout le reste, ce sont des choses qui n'ont aucune notion d'IBMI. J'insiste vraiment là-dessus parce que tout le monde peut développer des applications. Au lieu d'utiliser use SQL Server, je mettrai use NTI. Et c'est tout, et ça marche, et ça démarre, et ça se connecte à l'IBMI. Au démarrage de mon application, je vais spécifier l'adresse IP de mon IBMI, mon mot de passe, enfin mon utilisateur, mot de passe, on est en photo. Ah, c'est une rouillot comme mot de passe? Non, c'est des étoiles en mot de passe. Ah, je sais pas. Donc mon application a démarré, ok.
Voilà, elle est affichée ici. Là, elle tourne en local sur ma machine qui se connecte directement à l'IBMI. Donc, bon, c'est la même chose que tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de changement. Voilà. On va aller un petit coup sur l'IBMI et on va supprimer le schéma. C'était SQL. Hop. Voilà. Donc, je vais faire un drop schéma sur la bibliothèque qui contient toutes les données de mon application. Voilà. Maintenant, mon application, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de table, il n'y a plus rien dedans. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je régénère le schéma depuis .NET directement. Et comment ça se passe? Au niveau de mon code source, la régénération du schéma, c'est simplement l'appel d'une méthode resetDatabase. Et à partir de ça, mon schéma va être reconstruit automatiquement à partir des modèles d'entités de mon application .NET. J'aurais écrit aucune ligne de génération de create table, de create index, de create constraint. Tout va être généré automatiquement. Donc, je régénère mon schéma. Je vois tous les ordres SQL qui sont générés et exécutés ici. Voilà, create table. On voit qu'il y a de la contrainte d'intégrité référentielle, des index qui sont générés. Donc, voilà. Quelques insertions de données pour générer les données de test. Là, des requêtes paramétrées encore une fois, donc aucune sensibilité à l'injection de SQL. Et voilà. Le site a été reconstitué complètement et le schéma a été reconstitué. Si on vient sur l'IBMI, donc la suppression de concert EF avait été réalisée. On va aller le voir évidemment en utilisant PDM. CREF. Voilà, toutes les tables ont été recréées ici. La table des artistes, la table des concerts, les index éventuels, les places, enfin les lieux. Voilà, dans un schéma journalisé. Mais à aucun moment, je suis obligé d'aller dans l'écran vert pour vérifier que c'est bien fait. Le schéma, il est créé automatiquement par Entity Framework. Et s'il y a une erreur, il me le dit. S'il y a une erreur où il me dit dans la création d'une table, ça va remonter. Une erreur est survenue et je saurai que ça s'est pas bien passé. Mais si ça se passe bien, j'ai la confirmation que tout a bien été créé et mon application, elle démarre sans problème, connectée à cette base de données. Voilà pour cette application de ticket de concert. Et donc enfin, un dernier exemple un petit peu plus anecdotique en termes de vraie utilité, mais qui montre un aspect du produit que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation des blobs, des champs blobs en champ de base de données. Là, on en a vu en image dans le site web. Donc, je vous avais dit, pas de système de fichiers, que des images stockées directement en champ de base de données. Là, c'est une application pour faire du streaming audio dans des champs de base de données IBM. Donc, stocker de la musique dans un champ blob et la lire sur mon PC depuis une application en streaming. Je ne charge pas les données sur mon PC en mémoire pour les lire. Je viens lire au fur et à mesure dans l'IBMI. Je me connecte réellement sur le champ de base de données et je viens extraire des données au fil de l'eau pour les lire sur mon ordinateur. C'est sûr que ça sert à ça, IBM? Ben, maintenant, oui. Donc là, on le fait avec de l'audio, mais on peut envisager du streaming de tout type de fichiers en lecture et en écriture. Donc de l'acquisition audio-vidéo qui vient se déverser directement dans un champ de base de données, insérer des images ou des fichiers lourds. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire très facilement avec .NET et NTI. Ah oui, donc quand Robert il stockait ses bits dans l'IBMI, ça servait à ça. C'est ça, exactement. Mais pas sur l'IFS. Ah. Là, on est sur du champ de base de données. Ok, donc voici mon application qui va se connecter, me récupérer la liste. Attendez, je vais juste le mettre comme ça. Hop. Voilà, donc j'ai sur la gauche mon application .NET qui me liste les chansons qui sont disponibles dans mon IBMI.
J'ai mis quelques trucs qui traînaient sur mon ordi. Voilà, j'ai le nom du travail qui remonte ici, qui est ouvert, le QZDS qui correspond à cette connexion-là. Ça sera important juste après. Et voilà, si je clique sur un titre, ça lance. Voilà. Donc, on est vraiment dans une connexion en prise directe entre un lecteur audio et un champ de base de données blob, et où on fait un truc qu'on n'aurait jamais imaginé sur l'IBMI, c'est dire de l'audio en streaming depuis la base de données. Et ça, ce mécanisme-là, on peut l'implémenter autant en lecture qu'en écriture. Voilà, de l'acquisition de données, on peut l'envoyer directement en streaming dans les champs de base de données. C'est pour les Zeppelin sur un base de données. Comment? C'est gros les Zeppelin en base de données. Tant que le champ est dimensionné comme il faut, je ne sais plus combien il pèse exactement, mais c'est pas énorme. C'est 2 gigas en fait. C'est 2 gigas, ouais, c'est ça. À la taille maximum des nombres entiers sur 32 bits, ouais, c'est ça. Et ce développement-là, je l'ai fait sur mon PC. Et ce qui est bien, c'est que j'ai utilisé quelque chose qui s'appelle .NET MAUI, qui est une façon de développer des applications client lourd. Donc j'ai développé un client lourd que j'ai lancé sur mon ordinateur, mais nativement, j'ai fait une application Android qui s'installe avec un fichier .apk et qui reproduit une fois mon application, et je peux la publier en Windows, en Mac, en iOS, en Android, nativement. Et là, voilà, mon téléphone, il est connecté en TCP avec mon IBMI, il est en train de streamer de la musique. Donc, encore une fois, c'est anecdotique le fait de lire de la musique, mais un technicien de maintenance sur le terrain qui va prendre des photos, les charger sur l'IBMI, parler dans son micro et charger de l'audio dans l'IBMI, ça, c'est des choses un peu moins anecdotiques qui peuvent avoir une vraie utilité. Voilà.
très facilement ces choses-là. Et là, C'est pas une IP publique. Mais si je voulais mettre mon IBMI en DMZ en public, je pourrais y aller ou aller sur oui, voilà, un IBMI en public, ça marcherait. Pour se connecter, on a besoin d'avoir une interface réseau entre le client et le serveur, entre le client et l'IBMI. Donc en conclusion, l'utilisation de .NET permet vraiment d'envisager une évolution de son système, de son IBMI, partir d'une machine qu'on considère comme legacy, avec ses programmes RPG, toutes ces spécificités qui, des fois, ont un petit peu de mal à la faire évoluer, et tout doucement, réaliser des petites applications comme ce que je vous ai montré au début, pour faciliter l'administration, pour se détacher tout doucement de ces spécificités IBMI, aller piloter les programmes RPG existants et développer de nouvelles fonctionnalités autour en SQL, et tout doucement se détacher de ce monolithe base de données applicatif dans la même machine, développer de nouvelles applications qui vont exploiter la base de données et exploiter l'IBMI comme un serveur de base de données. Il est très bon pour ça, l'IBMI, il coûte pas cher, il s'administre tout seul et ça marche très bien. Et puis envisager vraiment des usages modernes et des nouveaux usages parmi tant d'autres de choses vraiment très sympas qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IBMI. Avez-vous des questions? J'ai une bourgeois régulièrement Oui. qui montre une nouveauté DB2, Ouais. où en fait, justement, IBM, dans le cas de l'IBM, injecte énormément de fonctionnalités au travers du SQL. C'est jouable, ça On les utilise, ouais, tout ce qui est disponible dans la version à laquelle on se connecte. Là, c'est très orienté DB2. Oui, Ce qui est dit là, on ne va pas se retrouver sur un Oracle ou autre chose. J'ai compris que vous avez une couche agnostique, mais spécifique DB2 entre les quand on utilise le connecteur sans la couche Entity Framework, évidemment, on peut faire toutes les choses spécifiques au SQL de DB2, de DB2 avec les services SQL, avec voilà, toutes les notions qu'on ne retrouve pas dans d'autres SGBD et dans d'autres systèmes. On peut faire de la commande CL, on peut appeler du programme RPG nativement, avec le passage de paramètres, récupération des paramètres, appeler des API système. Par exemple, la récupération de fichiers spool que j'ai montré juste avant, c'est l'enchaînement de plusieurs API système. Oui. Et on peut également gérer les listes de bibliothèques. Oui, oui, non, mais voilà, c'est vraiment. On a accès à toutes les notions propres à l'IBMI. Évidemment, cette couche Entity Framework Core, c'est une norme que Microsoft a exposée. On suit cette norme, et cette norme n'a pas de notion de commande CL, de service SQL DB2, mais on peut effectivement les utiliser sans problème. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Tout à l'heure, tu parlais de la partition IBMI, de la partition Linux. C'est du Red Hat que vous avez installé. C'est n'importe quelle distribution Linux. Ouais, je vais tester sur du Red Hat OpenShift, du Rocky Docker comme ce qu'on a fait, de l'Ubuntu, ça marche vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, toutes les distributions Linux qui fonctionnent en Power fonctionnent. En fait, il n'y a pas de limitation puisqu'en fait, tout est virtualisé dans la machine. Donc, on s'appuie sur la couche de l'hyperviseur. Et en termes de réseau, c'est juste une interface bête et méchante. On a un ENT qui va monter dans le Linux, on va avoir un CMN dans l'IBMI et c'est fini, quoi. Et par exemple, le premier exemple que j'ai montré, l'application avec le Carbon Design System, ça tourne sur un Raspberry Pi, qui est dans nos locaux. Et voilà. Donc un petit serveur de la taille d'une carte de crédit, c'est drôle. Et ça peut appeler les programmes de RPG qui sont exposés sur le service, par exemple. Même ceux qui ne le sont pas. Okay. Ouais. Non, ça appelle nativement les programmes. Le nom du programme, on passe les paramètres dans les types décimal paquet, timestamp bien spécifiques à l'IBMI, on gère tout ça en envoi et en réception des paramètres. Par exemple, je vais vous montrer rapidement un appel de programme, c'est une API pour appeler des procédures de programme de service.
Hop. Je montre rapidement comment ça s'implémente. Voilà. Je pense que vous voyez à peu près. On va créer notre... Et à ce niveau-là, moi, pour l'API QZR UCLST de Q6, j'ai suivi la documentation IBM, qui m'ont dit un premier paramètre où il y a le nom de la le nom du programme de service sur 10 positions et la bibliothèque sur 10 positions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un paramètre avec ces valeurs-là. Ensuite, deuxième paramètre, le nom de la procédure de programme de service. Et on doit le terminer par un nul hexadécimal, donc je l'ai mis là. Et j'ai suivi mes documentations jusqu'au dernier paramètre. Je fais un appel, bibliothèque, programme, paramètres, je lance, et ensuite mes paramètres ils sont passés au programme, exécutés, et je peux récupérer les valeurs de retour qui sont répercutées dans mes valeurs de paramètres. Donc ça se fait sans... C'est presque plus facile que de les appeler depuis l'IBM. Mais voilà, pour de l'appel de programme, c'est hyper simple et c'est de l'appel natif. On n'a pas besoin de procédures qui exposent les programmes différemment. D'autres questions? Vous avez jamais réussi à faire coder corps sur des détails, non? Non, simplement des applications compilées, compilées avec la runtime mono, donc qui est une restriction du .NET Framework un peu ancien qui tourne dans Pays, enfin occupé de termes. Les applications qui utilisent NTI tournent dans cet environnement-là. Donc on peut faire tourner du .NET en service réduit, on va dire, directement sur l'IBMI, qui utilise NTI. On se connecte à la base DB2, on fait des opérations, un peu tout ce qu'on veut. Mais du .NET Core, du vrai .NET Core sur l'IBMI directement, nativement, non. Et aujourd'hui, il n'y a pas de support de la runtime.NET de toute façon sur l'IBM. Mais on l'a sur les Alpara Linux à côté, comme ce qu'on a fait avec le. Merci à vous. Je quitte. Vous avez le prix de Méconnect, Ouais. c'est quoi le prix de NTI? Le prix d'NTI, c'est 3 000 € par an par partition IBMI. Peu importe le nom d'utilisateur, peu importe le groupe logiciel, voilà, on abonne. Donc quand on compare par partition, pareil pas. Quelle que soit la machine, quelle que soit. Ouais, voilà. Par partition.